Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le CRI de France, qui est une antenne de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, a tenu aujourd'hui à mettre en lumière un point fondamental qui est bien souvent mis dans l'ombre, qui est bien souvent laissé dans l'ombre, c'est la dignité humaine. Un point pourtant fondamental pour lesquels chacun, je pense, se sent concerné. Nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui mettre à l'honneur ces thèmes tels que la Palestine, tels que la Birmanie, que l'islamophobie, que la négrophobie, ainsi que la catastrophe qui se vit actuellement en Centrafrique. Alors, nombreuses sont les personnes qui s'interrogent actuellement sur les situations birmanes et à travers le monde d'ailleurs qu'on peut constater continuellement dans les journaux, sur la toile, etc. Nous avons souhaité vous apporter des réponses concrètes, des réponses qui viennent directement de personnes concernées, de personnes engagées, des personnes expertes dans leur domaine et qui ne parlent pas de théorie, mais vous parleront de pratique, des personnes qui se sont rendues directement sur place, des personnes qui ont donné de leur personne, justement, de leur argent, de leur santé. Et nous allons, Inch'Allah, les écouter et leur donner parole dans un instant. J'aimerais revenir à la coordination contre le racisme et l'islamophobie, juste pour un petit point. Vous pourrez trouver un maximum d'informations à l'extérieur. Vous aurez une petite table à laquelle vous pourrez vous rendre. Et également, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos coordonnées pour que vous soyez recontactés. Inch'Allah. Sans plus attendre, nous allons commencer. Un contretemps, malheureusement, nous a fait annuler la participation de Semir Mil, qui est représentant porte-parole de la Voix des Roms. Ce dernier sera remplacé par Faudil de l'association Aoun et qui est tout aussi importante, Masha'Allah. Alors, nous allons commencer donc par ce frère qui va nous présenter son association. Nous continuerons avec Almami Kanouté, porte-parole du mouvement Émergence et qui nous parlera de la négrophobie. Où est-il? Très bien. Mais également, nous terminerons cette une première partie que nous avons décidé de nommer Urgence française, citoyens et acteurs publics, quel devoir de responsabilité. Ces personnes auront justement la responsabilité de vous apporter ces réponses. Donc nous terminerons avec Abdelaziz Chambi, qui est président et fondateur du CRI, de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, et qui va pouvoir nous parler du racisme anti-maghrébin qui a évolué est un terme bien positif pour la tragédie que c'est devenu, mais qui a évolué en islamophobie pour le venir. Également, par la suite, vous aurez une pause de 10 minutes durant laquelle vous pourrez prendre une collation que vous ne pourrez pas consommer à l'intérieur de la salle, mais que je vous invite à consommer à l'extérieur. Et également respecter le temps de pause qui est de 10 minutes, très important puisque la salle devra être rendue en temps et en heure, Inch'Allah. Nous continuerons avec une seconde partie, le fléau de l'oppression à travers le monde, et encore une fois, nous avons tenu à mettre à votre écoute des intervenants de très grande qualité, tels que Mouna Derwish, qui est cofondatrice du collectif Ahmed Halte au massacre en Birmanie. Nous continuerons avec notre frère Youssef Rakni, du groupe des associations de Bagnolet, qui nous parlera de la Palestine et de ses conséquences en France. Et nous terminerons cette seconde partie par l'intervention de Idriss, pardon, je suis désolée, de Idriss de Parakacité, qui nous font l'honneur de nous honorer par leur présence. Et vous aurez à de très nombreuses reprises durant cette première et cette seconde partie des vidéos qui pourront vous montrer par l'image donc toutes les actions qui ont été menées par ces associations, encore une fois. Nous terminerons avec un point de vue sociologique, avec Anan Karimi,
et un point de vue juridique, des solutions juridiques avec Maître Gilles Devers. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vais demander à la première partie, c'est-à-dire à Faudil de l'association Aoun, ainsi qu'à aidez-moi s'il vous plaît, à Miami Canoté s'il vous plaît, de descendre, et à Delacy Chambi. Merci de bien vouloir prendre vos places. Je vais donner la parole à notre frère Faudil de l'association Aoun qui va vous expliquer l'utilité de son association. Salam alaikum tout le monde. Alors, moi je suis deuxième ami de Aoun. Je ne sais pas si certains ça vous parle, financement participatif. Alors, en fait, c'est un concept assez simple. On s'est tous dit à un moment sur des projets, si tout le monde participait avec des petites sommes, et en cumulant ces petites sommes, chacun de son côté, on va pouvoir financer des grands projets divers et variés. Et en fait, ce concept-là, ça s'est matérialisé sur des plateformes sur Internet. On appelle donc le financement participatif, c'est-à-dire financer des projets en faisant participer un maximum de gens. Et donc l'une des premières plateformes vient des États-Unis, donc c'était après la crise financière, c'est-à-dire les porteurs de projets voulaient financer des projets, que ce soit professionnels ou autres, et donc ils sollicitaient ses proches, son entourage encore plus lointain, des personnes qu'ils ne connaissaient pas forcément, en présentant un maximum son projet et en communiquant. Et à force, en fait, de fil en aiguille, au fur et à mesure, il arrivait à financer son projet. Donc cette plateforme-là, par exemple, qui est donc la première aux États-Unis en 2011, a passé le milliard de dollars. Et donc, ces plateformes se sont multipliées à travers le monde. Aujourd'hui, on en compte plus de 800. Et dans des domaines différents, puisqu'elles se sont spécialisées dans l'art, dans la musique, dans le cinéma, ainsi de suite. Et voyant ça, je me suis dit, tiens, on va peut-être faire quelque chose qui disait ces principes-là, même si dans la communauté, on fait du financement participatif, même si c'est de manière un petit peu artisanale, à la sortie des mosquées ou au marché, et ainsi de suite. Et donc d'essayer d'automatiser ça sur un site internet, mais c'est-à-dire pour mettre des projets qui vont aider la communauté. Alors la question c'est de se dire, bon, quels sont ces projets justement utiles pour la communauté. Et moi ce que je me suis dit, c'est qu'il faudrait mettre en place cette plateforme donc, qui s'appelle Aoun. Aoun qui signifie aide en arabe, qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et l'idée, le premier objectif, c'était de dire on va mettre en avant des projets qui manquent de visibilité. D'accord? C'est que cette plateforme-là, elle doit permettre à la fois de proposer du financement et aussi une promotion, c'est-à-dire donner de la visibilité à des projets qui ont énormément de sens et d'intérêt pour la Oumma, mais qui manquent de visibilité et un coup de projecteur donc sur ces projets-là. Et avec ce principe-là, on a pu mettre en avant différents projets très larges, comme par exemple, tout récemment, l'écotourisme. C'est une personne de la mosquée de Montrouge qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, il y a une personne qui est au Maroc, qui a besoin qui est muletier, qui est un guide touristique, qui n'a pas sa propre bête, sa propre mule, pour pouvoir faire en fait du tourisme, mais de manière écologique. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans des 5 étoiles, payer
des tours opérateurs ensuite, qui vont donner ensuite que des petites sommes au final aux locaux. Là, on va passer directement entre le touriste directement avec le local pour faire profiter un maximum le local. Donc, on m'avait appelé en me disant voilà, on pourrait financer cette bulle pour qu'il soit propriétaire et qu'il puisse faire ensuite proposer ce qu'il fait déjà en fait, du guide, faire du guide quoi, mais en direct avec le touriste, et c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, là par exemple, typiquement l'écotourisme, je pense que nous, en tant que musulmans, on devrait être quasiment les pionniers dans ce domaine-là, parce qu'à la fois c'est bon pour l'environnement et à la fois c'est profitable pour les locaux. Là, ce week-end, on va lancer un projet de rénovation pour une maison d'accueil pour autistes. Donc, les autistes, c'est une maladie qu'on ne connaît pas forcément. Et on est à travers deux associations qui ont acquis un terrain et une auberge. Une autre association qui mobilise en fait des gens pour intervenir en tant que maçon, ce qu'ils appellent des œuvriers. Donc, vous connaissez l'association des maçons d'Orba les maçons d'Orba et les moyens d'agir. Et donc à travers ces deux associations, on va mettre en place, Inch'Allah, pendant tout l'été, un financement pour la rénovation d'une auberge pour pouvoir accueillir des enfants malades d'autisme. Et en même temps, on va en profiter pour présenter à la communauté ce que c'est que l'autisme, ce que c'est que cette maladie, la difficulté pour les parents justement de pouvoir avoir leur vie et aussi éduquer leurs enfants qui sont malades. Et donc voilà, on a voulu mettre pareil en avant ce projet-là. Donc il y a tout un tas de projets comme ça qu'on souhaite mettre en avant. Et le deuxième volet le deuxième objectif, c'est on est tous sollicités très souvent pour des dons, des aides solidaires. On reçoit tous on a tous reçu un texto, je transfère, ainsi de suite, tel projet, tel cas, telle maladie, telle personne qui est dans le besoin. Et il y a un problème, pas tout le temps, mais parfois il y a un problème de contrôle, ainsi de suite. Et donc nous on transfère pour avoir une bonne conscience, mais on ne sait pas si derrière effectivement ce qui se passe exactement. Donc le deuxième service de Haoum, c'est d'être en fait contrôlé sur la base de justificatifs des dossiers. C'est-à-dire que le jour où vous voulez faire un sadaqa ou ainsi de suite, et vous voulez être sûr que voilà, ça a été contrôlé, ainsi de suite, et ben, les dossiers qu'on met en ligne, vous êtes assuré un dossier, donc un projet Haoum, c'est un projet qui a été contrôlé. Donc voilà, ça c'était le deuxième service qu'on tenait à proposer à la communauté. Alors donc on a toute une variété très large de projets, donc on a des solidaires, l'écotourisme, ça peut être de l'innovation, ça peut être bien sûr du spirituel. On tient aussi, on laisse une place très très importante à tout ce qui est éducatif, parce que pour nous, l'éducation est une priorité. L'enjeu de notre génération, à mon sens, c'est de créer autant, voire plus d'écoles privées que nos parents, donc la génération précédente, ont construit de mosquées. Si on arrive à cet objectif-là, je pense qu'on aura un impact très positif pour les générations futures. Et donc voilà, pour l'humanitaire, alhamdoulilah, dans la communauté, il y a déjà beaucoup d'associations qui font ça et le font très bien, notamment nos confrères de Baraka City. Et donc voilà, on se spécialise surtout sur les projets qui manquent de visibilité. Voilà. J'ai tenu Camille. Bon. Je passe le micro. Alors, j'ai omis de vous dire tout à l'heure, excuse-moi mon frère, du coup c'est vrai que j'ai mal joué pour le coup. Chaque personne qui prendra la parole viendra au pupitre. Ah, voilà. Et donc, on va continuer avec Almami. Comme à tous. Alors, j'ai été présenté, mais je vais rapidement me présenter. Donc, Almami Kanouté, militant associatif, responsable associatif et politique à travers le mouvement Émergence, donc qui se veut autonome et indépendant. On va
dire que depuis 2002, je suis très actif dans le milieu associatif, puisque j'ai créé une association il y a plus de 10 ans autour des questions d'interculturalité, autour de l'intergénérationnel. Tout simplement parce que à cette époque, je me pose encore des questions sur mes origines, mes racines, l'entité que je représente dans la société française. Et on va dire, au-delà de mes parents, les adultes de la société étaient incapables de m'expliquer ou de me donner des réponses à mes interrogations. Donc très tôt, comme beaucoup d'entre nous, j'ai préféré faire des recherches, trouver mes propres réponses, et ce qui a amené par la suite très rapidement à m'amener à être dans une forme, je dirais, d'autonomie, d'organisation indépendante. Et on en revient très rapidement à des réalités financières, puisque on sait très bien, quand on veut s'organiser sans argent, on ne peut pas construire grand-chose, mais à notre niveau et à notre échelle, on peut faire beaucoup de choses. Donc j'ai été invité aujourd'hui par le CRI, je remercie pour cette invitation, pour parler de la question noire, la cause noire, ce qu'on peut appeler aussi la négrophobie aujourd'hui. La négrophobie, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, qui a l'air fréquent, on va dire, mais qui a l'air récent, pardon. Ce mot a été utilisé pour la première fois en 1943-44 par des sociologues afro-américains qui, justement, à travers les différentes luttes qu'ils ont dû traverser, les différentes batailles qu'ils ont dû subir, il fallait bien appeler ce qu'ils subissaient à l'époque, qui était considéré comme simplement un racisme anti-noir, lui donner un nom. Donc, en reprenant l'étymologie, négrophobie, donc ça a donné négrophobie pour ces personnes qui ont peur de l'homme noir, de l'entité noire. Et je pense qu'il est aussi bien de rappeler que la négrophobie ne touche pas que les sociétés gérées et menées par la suprématie blanche, pour l'appeler comme peuvent le surnommer les scientifiques. Mais cette négrophobie, on la retrouve aussi au sein de cette communauté, notre communauté musulmane, puisque je suis aussi musulman. Et c'est un fléau qu'on retrouve partout dans la société. Donc à un moment donné, effectivement, dans une société, soit on subit, on baisse la tête et on laisse couler, on mène son train de vie avec sa famille. Et on fait comme si de rien n'était, comme beaucoup d'entre nous. Ou soit à un moment donné, on décide de lever la tête et de se défendre. Bien sûr, il y a certains mots, quand on les emploie, certains vont commencer à être effrayés, puisqu'on parle de défense, d'attaque, de bouclier. Mais on va employer des mots très clairs pour aller à l'essentiel. Très tôt, j'ai subi effectivement de la discrimination, du racisme. Ça ne m'a pas tué, mais psychologiquement parlant, ça a fait beaucoup de dégâts. Et ces dégâts, on les retrouve aujourd'hui dans notre société, qui poussent les gens à se résigner en se disant que ce qui m'arrive, c'est normal, parce que je suis noir. Et si on accepte ce raisonnement, effectivement, on peut expliquer le manque de citoyens, le manque de gens prêts à se mobiliser pour se défendre ensemble. C'est le constat que j'ai pu faire moi personnellement, en faisant un travail sur moi-même. Et au fil du temps, j'ai arrêté de rester dans le cadre associatif, puisque bien sûr, quand on commence à poser certaines questions liées à la politique ou à la géopolitique en général, on dérange les personnes qui sont censées nous représenter. Là, je vais parler de la France
Et je parle bien sûr des politiques. Les hommes et femmes politiques sont censés nous représenter. Mais tout ceci n'est que... J'ai très rapidement compris que tout ceci n'était que façade. Donc si on veut vraiment faire remonter des préoccupations et des choses qui nous touchent dans notre quotidien, j'ai appris aussi très rapidement qu'il valait mieux ne pas attendre après ces gens. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la question politique. Après, effectivement, j'ai eu droit à certaines critiques, certains reproches. La politique, c'est pas pour nous. Faisons ce qu'il y a à faire et laissons tout ce qui nous arrive entre les mains de Dieu. Bien sûr, j'ai entendu ces discours, ces critiques, mais je pense qu'en tant que citoyen, on est en devoir de se défendre avec les moyens légaux. Et là encore, nous sommes en France, je vais parler d'armes. Les seules armes que nous pouvons utiliser, ce sont les droits, entre guillemets, qui sont censés qui nous permettent d'être égaux les uns les autres. Mais quand on regarde ce qui se passe encore aujourd'hui, ce sentiment d'égalité, on ne la retrouve pas. Donc plutôt que de se plaindre et de passer son temps à pleurnicher, ben voilà, j'ai ouvert des livres, j'ai regardé des documentaires, je me suis enrichi sur certains domaines, sur certains sujets. Et comme diraient certains, j'ai décidé d'aller au front. Donc pour la question noire, une réalité qui est très large, on m'a demandé de vous apporter des chiffres. Malheureusement, on est dans un pays qui est dans un déni sur la question noire, puisque on nous parle de communauté. La communauté noire, je peux vous en témoigner, pour moi, elle n'existe pas sur le plan statistique, puisque la France ne permet pas de pouvoir calculer et de compter le nombre de noirs, mis à part par le biais des organisations dites représentatives des Noirs de France, qui émanent directement des institutions. Et moi, je pars du principe que si une certaine communauté ne s'est pas décidée d'elle-même de s'organiser, ce n'est pas l'institution qui préserve depuis un certain nombre de siècles une forme d'oppression psychologique qui, un jour, décide de tendre la main vers nous en se disant, bon voilà, on va vous permettre de vous compter, de vous calculer et de mettre en place des lois qui permettront de vous protéger et de vous défendre, juridiquement parlant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On assiste encore aujourd'hui, même c'est le même cas pour la communauté musulmane. Je pense qu'Abdelaziz vous apportera plus d'éléments à ce niveau. Aujourd'hui, c'est la République, l'institution française, qui décide qui va représenter les musulmans, qui va représenter les Noirs, qui va représenter les Robes et qui va représenter les Bretons si on veut aller encore plus loin. À partir du moment où on accepte cette configuration, bah, c'est en quelque sorte accepter ce qu'ils nous font subir depuis un certain moment. Moi, j'ai décidé de militer contre les formes d'injustice, d'inégalité. Je ne me suis pas arrêté uniquement à ma condition de noir ou de musulman. J'ai grandi avec, voilà, comme la plupart d'entre nous, on a peut-être grandi dans les quartiers populaires. J'ai grandi avec différentes nationalités, différentes origines. Et je me souviens encore de cette époque où nos mamans s'échangeaient les différents plats, par exemple. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas. Cette forme de solidarité, cette forme d'échange, cette fraternité qui existait à une certaine époque, malheureusement, aujourd'hui, elle n'existe pas. La preuve aujourd'hui, le peu de personnes présentes aujourd'hui pour les questions de dignité humaine, quand on parle de dignité humaine,
J'entends le mot humain. Quand on parle d'islamophobie ou de négrophobie, ça ne concerne pas que les Noirs ou les musulmans. Et tant que les gens continueront à raisonner dans leur petit coin en se disant « Ah, c'est pas mon problème, je ne suis pas touché directement par cette question-là », on aura beau continuer à se rassembler, à organiser des conférences, à débattre ensemble, trouver des solutions ou appliquer des choses qui existent déjà, on continuera à tourner en rond. Donc je préfère ne pas vous mentir, pour les chiffres concernant la communauté noire, je ne préfère pas me référer par les chiffres de cette organisation qui émanent du gouvernement français. Je préfère me référer à ce que je vois, ce que je pratique au quotidien et continuer à construire avec les personnes qui veulent bien, qui se sont décidées à lever la tête et à se battre. Et ne plus laisser ces je dirais, sociologues ou porte-parole de telle ou telle cause qui de plus en plus envahissent les réseaux sociaux. Et j'avoue que, à entendre certaines personnes tenir certains propos, et à voir que les communautés visées dans certains discours ne décident pas de se prendre en main concrètement, je me demande qu'est-ce qu'ils attendent exactement pour pouvoir réagir. Je vous donne un exemple tout simple. Les brutalités policières que nous subissons, on continue à avoir des morts entre les mains de la police. Il va falloir encore combien de morts entre les mains de la police pour réagir ensemble? Et là, ça va bien au-delà de la question de l'islamophobie, de la négrophobie, puisque à un moment donné, voilà, on se retrouve tous ici, et on se retrouve confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés. En ce moment, c'est la mode, on nous parle de ces jeunes qui se retrouvent en Syrie ou au Mali, et toujours avec la même sauce, la même propagande. Ce sont des jeunes musulmans ou des jeunes convertis à l'islam. Et qui on invite? On n'invite pas Abdelaziz à la télé. On invite des pseudo-spécialistes qui, soi-disant, maîtrisent la question de l'islam ou la pseudo-radicalisation. On n'invite pas des experts, on n'invite pas les vrais experts. Les personnes qui sont au quotidien proches des citoyens. Et ces personnes qui sont quotidiennement dans la proximité avec les citoyens, sont vues comme des marginaux. Voilà, on est trop brut de pomme, trop virulent, soi-disant. C'est juste que certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais si les vérités, on doit se les dire. On doit se les dire. Et on doit tout mettre en œuvre pour pouvoir faire reculer certains fléaux. Donc pour revenir sur la négrophobie, je suis membre aussi du collectif contre la négrophobie. Depuis qu'on existe, on a mis en place certaines actions, voilà, que certains pourraient considérer comme opération coup de poing. Mais c'est juste la démonstration ou du rapport de force qui peut exister quand on essaie de mettre sur la table la question dite noire. C'est une question qui est encore taboue en France. Pourquoi est-ce qu'elle est taboue? Parce qu'on a affaire à un gouvernement et à un pays qui a fait sa richesse sur un fait historique qu'on connaît tous, l'esclavage. Le thème du racisme anti-maghrébin qui a évolué d'une certaine façon vers l'islamophobie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم
Bonjour. Au préalable, je voulais d'abord vous remercier d'être ici. Il fait beau, il fait chaud. On est mieux dans un jardin à l'ombre ou au bord de l'eau. Je remercie les organisateurs parce qu'ils se sont donné la peine d'essayer de faire quelque chose. Et des intervenants aussi. Parce que, et je ne suis pas étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'on est une communauté de malades, je parle des musulmans en particulier. Parce que le thème, je crois, c'est agir. Vous voyez, agir. Nous, on n'est pas du tout dans l'agir, on est dans le consommer. On est beaucoup dans je viens, je consomme, je rentre chez moi. Au mieux, je fais une petite BA, je donne un peu d'euros pour dire ben voilà, j'ai aidé la Palestine, j'ai aidé la Birmanie, j'ai aidé l'Afrique, etc. Et on rentre chez soi et on attend la conférence suivante. On aurait pu faire une salle pleine, je vous assure, on connaît la technique. Je parlais tout à l'heure avec des frangines. Je disais, nous à Lyon, on est resté 5 ans sans faire une seule conférence. Pourquoi? Parce que depuis 1976, moi personnellement, je milite, je suis dans la dynamique musulmane depuis 1979 et j'ai vu comment on a fabriqué des assistés. Comment on a fabriqué une communauté d'orphelins politiques, de gens qui ont perdu leur dignité, qui attendent que l'extrême gauche, aujourd'hui c'est l'extrême droite, qui vient le tenir par la main pour dire viens, je vais te montrer le chemin, petit arabe, ou petit musulman. C'est hallucinant. Donc c'est vrai que c'est difficile à agir. On a une communauté de sprinteurs. Tu sais, on a des Lewis et tout ça, à fond la caisse. Tu dis mon frère, la Palestine, ils descendent dans les rues, ça manifeste, parce qu'ils ont vu du sang à la télé. Mais dès que la cause est tombée, dès que les médias manipulés passent à autre chose, t'as plus personne. Je cite toujours un exemple qui m'a blessé au plus profond de moi. On était près de 40 000 personnes à Lyon après les massacres de Gaza. Après les bateaux, là, la flottille, la liberté. 15 jours après, il fallait aller à l'ONU, à 1 heure de Lyon, à Genève, pour aller obtenir de l'ONU la reconnaissance du sionisme comme une forme de racisme. Vous savez combien on était? On était 6 personnes avec 2 voitures. On n'était même pas 2 voitures pleines. Subhanallah. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand on est arrivé? Il y a les sionistes qui ont mobilisé. Combien ils étaient? 1500. 1500 sionistes engagés pour leur cause, qui sont venus à l'ONU. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on voit à la télé, on voit tous les ministres qui sont là, etc. Et il y a un mec, un sioniste, il est sur l'estrade, comme ça, là, comme ici. Il est à l'extérieur, il regarde, je ne sais plus quel ministre, il y a Ahmadinejad qui prend la parole, lui, il lui fait comme ça, ils se lèvent tous comme un seul homme, ils prennent leur cartable, ils sortent de la salle. Ça, c'est la force politique. Ça, c'est de l'organisation politique. Ça, c'est des gens, quand on leur dit venez, ils viennent. On a un groupuscule aujourd'hui en France qui défie même la loi française. La Ligue de défense juive, elle se permet même de venir agresser des gens au vu au sud de la police. Rien du tout. Nous, on est une communauté, on est 7 millions peut-être dans ce pays, on n'est même pas capable de défendre le minimum du minimum. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans ce cercle de la consommation. Nous, on aurait pu faire un salle pleine, on emmène le Johnny Hallyday de la Darwa, ou la Kalfoum de la Darwa, on fait des salles pleines. Mais par contre, des gens comme ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont plus proches du terrain, qui sont tous les jours sollicités par la justice, tous les jours sollicités par les musulmans et les musulmanes, pour aller sur le terrain, pour se battre avec les maires, pour se battre avec les responsables d'entreprise, pour se battre avec les voisins, avec les élus, etc. On est aux abonnés absents. Je suis désolé, je ne dénigre personne. Moi, je suis bien placé, je suis prêt à parler avec quiconque de ces problématiques-là, parce que malheureusement, moi, depuis 1979, je n'ai vu aucune organisation musulmane faire le bilan du travail qu'elle a fait et des échecs auxquels elle a été confrontée. Dès qu'il y a un truc, on met sous le tapis et on avance. On t'enlève au mieux quand tu déranges et on met quelqu'un d'autre et on avance. On ne se pose même pas la question de savoir pourquoi on a échoué, pourquoi notre action est réduite à rien, pourquoi la communauté elle arrive au stade où le prophète Hassan a dit viendra au jour où les gens, les communautés se rueront sur vous comme on se rue sur le plat quand les gens vont manger. On ne se pose même pas cette question-là. Donc moi je dis, il faut que chacun de nous, autour de soi, il travaille un petit peu sur le fondement pour dire nous, si on veut notre dignité, il faut qu'on soit cohérent. Allah dit dans le Coran un verset, moi qui m'interpelle tout le temps au plus profond de moi, il est terrible auprès de Dieu de lui dire ce que vous ne faites pas. Oui, mon frère, la communauté elle souffre, nos sœurs elles sont victimes, nos frères ils meurent. J'ai vu une vidéo, on égorge les musulmans comme des moutons en Centrafrique, etc. Les filles ils pleurent, et quand tu dis mon frère, viens, bouge, viens on manifeste, viens on va interpeller les élus, viens on bloque, viens on va interpeller l'Europe. J'ai vu, subhanallah, une minorité, bon, les Kurdes, c'est pas une minorité, c'est un grand peuple quand même éparpillé, minorité, les Kurdes turcs. J'étais au Conseil de l'Europe, je sors, je vois des gens, des militants, militantes, qui distribuent des tracts, qui distribuent des fascicules sur la théorie marxiste-léniniste de leur mouvement, etc., le PKK. Et je parle avec un frère turc, je lui dis, il m'a dit, tout le temps ils sont là. Les gens, ils savent, quand il y a une cause, il faut se mobiliser.
nous on n'est pas encore là. Nous on est dans le sprint, alors que ce combat-là, le combat pour la dignité humaine, c'est un combat qui nécessite des marathoniens, des gens qui savent économiser leur souffle, des gens qui savent tenir dans la durée, des gens qui sont capables de sauter les obstacles, des gens qui sont capables d'affronter les cailloux, la montagne, les trous, la rivière, etc. Et nous malheureusement, excusez-moi sur ce coup de colère, parce que j'en parle, voilà, parce que moi je ne suis pas dans le truc là, les théories, les machins, tout ça, c'est bon, on a déjà donné. On est capable, on a fait de la sociologie, on a fait de la psychologie, mais c'est nos vécus. Nous, quand on parle de ces problèmes-là, ce n'est pas des problèmes qu'on étudie à la fac derrière un banc, avec un master et je ne sais pas quoi, et un doctorat. C'est des choses qu'on vit tous les jours, nous. Et on s'est fabriqué une expertise, quand mamie parle de l'expertise, c'est vrai. Il n'y a pas meilleur expert que celui qui lutte dans le quotidien pour sa dignité et qui essaie de trouver des solutions dans un système pervers qui fabrique de manière systémique l'injustice. Mais sur le sujet, donc rapidement, le racisme, c'est la chose la mieux partagée dans l'humanité, je crois. C'est comme la bêtise humaine. C'est la chose la mieux partagée chez nous. Et les musulmans n'en sont pas exempts, même s'ils ont la clé pour ne pas l'être, malheureusement. Et on va y venir. Je vais vous citer une citation d'un sociologue connu. Alors, il se trouve qu'il est juif tunisien. Minorité, dans la minorité qui a vécu la colonisation française en Tunisie. D'ailleurs, je vais en citer deux. C'est pas, je vous rassure, ne me parlez pas de oui, on imite les juifs, nana, la communauté, nana. Qu'on arrête ce discours-là à la Soral et à la je sais pas quoi. Non, non, ça c'est des choses pratico-pratiques et pragmatiques. C'est un gars qui a vécu effectivement l'injustice et la discrimination. En tant que minorité, il dit le racisme, c'est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou supposées, ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression ou des privilèges. C'est ça le racisme. C'est-à-dire on dit, bah, les Arabes ils sont comme ça. Donc s'ils sont comme ça, et que nous sommes la race supérieure, donc il faut continuer à les coloniser, il faut continuer à leur taper sur la gueule, il faut qu'on continue à être les supérieurs qui vont civiliser la race inférieure, etc. Et donc, et ça à titre individuel, à titre collectif. Et d'ailleurs, alors souvent quand on parle de racisme, oui mais les Arabes ou les Noirs, mais vous êtes racistes contre les Blancs. On a même eu des Arabes de service ou des musulmans de service qui ont cautionné cette théorie du racisme anti-blanc. Non, 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 mais je parle envers moi, Abdelaziz, même si je suis raciste envers Jean-Paul, j'ai aucun pouvoir de l'empêcher de travailler. J'ai aucun pouvoir de lui dire ta religion me dérange. J'ai aucun pouvoir de lui dire ta couleur me dérange. Au contraire, c'est colonisé dans leur tête. Ils sont même dans la projection, ils voudraient être blancs à la place du blanc. Ils voudraient être à la place du privilégié. Donc le racisme anti-blanc, quand bien même ce serait un racisme, pour moi c'est pas du racisme, c'est de la colère. Quand on m'empêche de travailler parce que je suis musulman. Moi personnellement j'ai perdu 5 fois mon boulot. Comme d'autres d'ailleurs. Aujourd'hui, parce que tu es musulman, tu perds ton boulot. Je parle pas de foulard, hein. J'ai pas la grande barbe XXL, malgré ça, il n'y a pas de problème. Ils savent où se situe ton idéologie, ton combat, ta perspicacité, ta pertinence, ils savent où ça se trouve, allez, balaye. Eh bien, subhanallah, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, je voulais revenir sur le thème, parce que là, bon, je déborde sur le truc individuel, c'est tellement passionnel que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas rester indifférent ou se contenter de voir ce rouleau compresseur nous écraser perpétuellement. Alors oui, pour finir, le racisme, le nôtre, Albert Memmi lui-même dit, il dit c'est un racisme édenté. Tu sais, tu prends un petit bébé et tu lui dis mort, quand il mord dans ta main, il fait pas mal. Le vieux qui n'a plus de dents, quand il mord dans ta main, il fait pas mal. Eh bien, le racisme anti-blanc, c'est un racisme édenté. C'est un racisme qui ne fait pas de mal, parce qu'il n'a aucune incidence sur ta vie sociale, sur ta carrière d'universitaire, sur ta vie dans le quartier, sur ta place d'élu, ou ton parcours d'élu, ou ta carrière d'élu. Rapidement, parce que moi, c'est vrai que j'ai une marmite à parole, mais rapidement, peut-être les fondements historiques, sociologiques, politiques du racisme. Ça a commencé très très loin. Ça a commencé avec les croisades. Ça a duré 2 siècles, où on a voulu convertir ces musulmans, ces mahométans, ces sarrasins par la suite, qui ont pris le Saint-Sépulcre, qui ont tombé du Christ, desquels il fallait libérer. Ensuite, il y a eu 1492, c'est une date emblématique. C'est la date de l'instauration, dans l'histoire de l'humanité, du racisme blanc. Je pèse mes mots, du racisme blanc. C'est-à-dire en 1492, quand il y a eu la reconquista en Espagne, on a chassé les musulmans et les juifs qui vivaient en parfaite harmonie en Andalousie, et le monde occidental a commencé à essaimer dans le monde pour imposer sa vision du monde, pour imposer son diktat aux autres. Ça a été la découverte des Amériques, avec 90% d'extermination des populations mexicaines à l'époque, des Indiens,
les grandes Antilles, 90% de la population exterminée. C'est parti dans tous les sens, en Afrique, jusqu'en Australie. Et on a instauré comme ça la suprématie, la supériorité de l'homme blanc. Et donc, à peu près sur les 3 siècles, 90% des populations indigènes ont été décimées. La traite négrière, 12 à 17 millions d'esclaves, avec 70% de morts parfois dans les bateaux, à cause des maladies, à cause des conditions d'hygiène exécrables qui étaient dans les bateaux. Ensuite, on a le code noir qui est établi par Louis XIV, on a le code de l'indigénat. Après la Révolution française, vous vous rendez compte, on a une révolution qui s'établit, qui dit les hommes naissent libres et égaux en droit, et qu'est-ce qu'on fait 3 ans après? On établit le code de l'indigénat, pour dire il y a des gens qui n'ont pas le droit au même statut que les autres citoyens. 1788 à 1900, les aborigènes d'Australie sont passés de 750 000 à 90 000, c'est-à-dire près de 90% ont été éliminés. En 1801, Napoléon, on l'a dit, donc rétablit l'esclavage. 1830, conquête de l'Algérie avec la désarabisation et la désislamisation. C'est une acculturation du peuple algérien. La mission civilisatrice de la France, dont parlait Jules Ferry, entre autres, c'était quelque chose qui est terrible. Imaginez aujourd'hui un musulman, il vient et dit, il faut que les musulmans portent partout où ils le peuvent leur langue, leurs mœurs, leurs drapeaux, leurs armes et leur génie. Imaginez les musulmans disant ça. Eh bien lui, il l'a dit. Et c'était normal. Il a dit les civilisations supérieures ont un devoir vis-à-vis des civilisations intérieures et la France doit porter partout son drapeau, ses mœurs, ses armes, son génie, sa langue. Et la mission civilisatrice en Algérie, ça a été de désarabiser, d'enlever l'arabe. Et moi, personnellement, parmi les anciens, dans les années 70, je suis en Algérie, j'étais choqué. J'entendais des Chibani parler un français parisien pur, avec le R, etc., et même pas le RE. Si je dis, mais et ils ont essayé, mais alhamdoulilah, ils ne sont pas arrivés. Et il y a aujourd'hui un retour de manivelle vers la dignité, justement, la dignité identitaire, culturelle, etc. C'est important. Donc, sur la dimension historique, sur le socle, sur la mise en place de cette réalité-là, il y a quelqu'un qui en parle très bien aussi. C'est, alors là aussi, c'est pas fait du hasard, c'est des gens qui ont vécu cette réalité. Il y a une écrivaine d'origine tunisienne, juive d'origine tunisienne, qui s'appelle Sophie Bessi, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Occident et les autres. Je vous invite à le lire, parce que là, en termes de littérature, si vous voulez noter les références, vous avez Olivier Lecourt Grand Maison. Il a écrit un livre qui s'appelle Coloniser, exterminer. Il vous démontre comment la France, elle a voulu exterminer aussi en Algérie. Elle a exterminé en Afrique, elle a exterminé un peu partout. Et il faut le lire, ce bouquin-là. C'est très important pour voir comment les généraux, comment les hommes politiques de la Troisième République en particulier, ils avaient des projets colonialistes d'extermination. Ben, ils envisageaient d'exterminer le peuple algérien, comme ils ont exterminé des peuples en Afrique, comme les Herero, etc., dans ce qu'on appelle le sud de l'Afrique du Sud. Donc Sophie Bessi, elle dit quelque chose qui est fondamental. C'est une juive qui parle, par exemple, du génocide juif comme étant une des conséquences de cette suprématie impulsée en 1492. Où 50 ans, 60 ans après, on a éliminé le foulard. Il y avait même un édit royal, un décret royal, un édit royal, c'est ça qu'on appelle, un décret royal, qui avait interdit aux femmes musulmanes de garder le foulard. Il fallait soit se convertir, soit abandonner l'islam, soit partir. Et quand ils partaient, alors les Espagnols de l'époque leur disaient, on va vous ramener de l'autre côté de la Méditerranée, et ils les mettaient dans des bateaux, et ils les noyaient au milieu de la Méditerranée. Au point qu'après, les musulmans et les juifs qui voulaient partir, ils préféraient partir de France, de Sète, d'Aigues-Mortes, etc. Ils venaient dans le sud dans le sud de la France pour partir. Et certains sont venus, ne sont pas partis d'ailleurs. Et quand on nous dit l'islam il est arrivé il y a 40 ans, c'est pas vrai. Il est là depuis des siècles. Depuis 5 siècles, il est là, l'islam. Et ils sont restés parce que c'était des artisans, c'était des spécialistes de l'hydraulique, etc. De domaines scientifiques, artisanaux, artistiques, etc. Et les rois de l'époque les ont gardés ici. Donc il y a eu une implantation des musulmans dans ces régions. Ce qu'a dit Sophie Bessis, une véritable culture de la suprématie constitue le socle de l'Occident qui est incapable d'envisager la perte de son monopole sur la conduite des affaires du monde. Il a produit l'appareil théorique, philosophique, moral et scientifique de sa légitimation. D'accord? Moi, en lisant ça, je me dis en même temps, il est juge et parti. Aujourd'hui, à l'ONU, quand il y a un conflit sur la terre, quand il y a un peuple comme le peuple palestinien qui subit une injustice extraordinaire, c'est le Conseil de sécurité à l'ONU qui met son veto. Et c'est qui? C'est une poignée de dictateurs, c'est les descendants de ceux 1492. Ceux qui ont colonisé un peu partout et qui ont décidé que c'est eux qui allaient faire la loi. Et que la terre de Palestine,
qui appartient aux Arabes, aux musulmans et aux Palestiniens, on va la distribuer, on la donner aux sionistes, sans consulter les premiers concernés. Et Gilles, je pense qu'il est bien placé, Gilles Devers, qu'on remercie aussi au passage qui est là, il fait partie aussi, c'est pas des ténors du barreau, mais c'est des gens qui sont proches du terrain. C'est des gens qui sont proches des causes que certains ne veulent pas défendre. La cause palestinienne nous en parlera. Juridiquement, ça ne tient pas. Dans le droit, quel que soit le droit coutumier, le droit positif, tu ne peux pas prendre une chose qui appartient à Abdelaziz et la donner à Mohamed sans l'accord d'Abdelaziz. Pourtant, c'est ce qu'on a fait avec la Palestine. Et encore aujourd'hui, les 60 résolutions, je ne sais pas combien, de l'ONU, votées contre l'entité sioniste, ne sont pas appliquées. Pourquoi? Parce que ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qui ont établi cette suprématie, ils sont en même temps jugés partis. D'accord? Donc cette réalité-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à imposer une hiérarchisation, qui a été d'ailleurs à l'époque, c'était Gobineau, il y a même Gustave Le Bon, une référence dans l'histoire de France, c'est un référent, comme Ernest Renan, qui disait, alors il avait hiérarchisé les races. Il y avait les races inférieures, les races, alors je vais retrouver là, sa classification, ça vaut la peine quoi, ça vaut la peine, il y avait les races primitives, les Australiens, les Fidjiens, les races inférieures, c'est les nègres, les races moyennes, c'était les Chinois, les Mongols et les Arabes, et les races supérieures, les Indo-Européens. Il avait hiérarchisé ça. Donc dans la tête du petit enfant qui allait à l'école, ou de l'homme d'affaires, ou du colon qui partait, il partait avec l'idée qu'il allait mater, qu'il allait éduquer, qu'il allait civiliser des êtres primitifs, inférieurs, ou des êtres mal civilisés. Donc tout ça, ça a constitué effectivement ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des discriminations systémiques, du racisme systémique. Ce n'est pas Jean-Paul et Martine qui sont assis envers moi, ce sont l'État lui-même. Parce qu'il fabrique des lois, il fabrique de la discrimination. Il interdit à 7 millions de citoyens qui ne sont pas français d'avoir un travail à la fonction publique. Pourquoi moi je ne serais pas capable de travailler à la Poste ou à la SNCF ou au ministère de l'Éducation nationale parce que je ne suis pas français? C'est pas ça, donc c'est pas les compétences. Donc il y a un certain nombre d'anomalies, d'injustices qui sont vécues. Je pense que tu me bouscules pour le temps. Hein. Je vais essayer, désolé, je vais essayer d'aller vite. Alors bon, tout ça, on sait, on le vit, etc. Maintenant, c'est bien de connaître aussi que dit l'islam là-dessus. Puisque aujourd'hui, ceux qui sont montrés du doigt, l'ennemi public numéro 1, c'est les musulmans, c'est les Arabes bien sûr. Mais les Arabes, on en est revenu. On ne veut plus parler de race, maintenant on parle de culture. On dit ouais, leur culture est différente, leurs mœurs sont différentes, leur religion est différente. Et on est venu sur le musulman. Alors qu'est-ce qui se passe justement si on veut combattre le racisme? C'est commencer par soi. Moi j'ai entendu des choses qui m'ont brisé le cœur. Quand j'entends Al-Mami qui dit des sœurs noires, elles ne sont pas acceptées par les sœurs arabes dans les mosquées, il y a pire. Il y a une mosquée, il y a un mort, on l'amène pour faire salat janaza, la prière funéraire, la prière sur le mort, et les responsables de la mosquée disent non, sors-le. C'est une mosquée algérienne et lui il est marocain, ou alors c'est le marocain et lui il est algérien. Regardez où on en est. Même le mort, il n'arrive plus à avoir le respect. La dignité de nos morts n'est plus respectée à cause de gens qui ont confondu islam et nationalisme, islam et bêtise humaine, islam et racisme, islam et tribalisme, islam et supériorité de ma tribu, ou de mon rang, ou de ma situation économique, etc. Mais on va où, subhanallah? C'est un truc de fou. Chez les Arabes aujourd'hui, tu as des Arabes, ils disent sa fille, le mariage est noir, c'est comme si tu lui annonçais le malheur d'un malheur. Mais un noir, tu dis non, il est musulman, il dit là, ah non, c'est quand même un noir. Donc il y a du racisme, il faut commencer à balayer devant le pas. Et qu'est-ce que disent nos sources là-dessus? Qu'est-ce qu'ils disent nos sources? Parce que vous savez ce que c'est le racisme? C'est du kibriya, c'est de l'orgueil. C'est Iblis, Na'alatullah Ali, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, quand il crée l'être humain, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il lui donne l'ordre de s'incliner devant sa créature. Il lui dit, moi je suis meilleur que lui. Moi j'ai été créé de feu, et lui tu l'as créé de terre, d'argile. Et c'est là l'orgueil, c'est là. Aujourd'hui, ah bon, moi je suis algérien, toi t'es marocain, toi t'es tunisien, ou moi je suis machin, t'es quoi toi, Zarma? Ouais, 1, 2, 3, vive l'Algérie. L'Algérie, qu'est-ce que t'as fait? T'es chez le colon, t'es en train de manger le khobza chez le colon. Déjà réfléchis un peu à ta situation. Comment tu peux, toi, être porteur de valeurs qui peuvent transformer le monde, ne pas le faire retourner en arrière? Vous allez voir avec le mondial comment on va prendre plein la gueule. Ça va être catastrophique. Et on régresse avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré l'exemple.
Il nous a dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Et regardez, subhanallah, en réfléchissant sur ce que j'allais vous dire, je me suis rendu compte que même chez nos musulmans, même chez nos référents, on a zappé une partie du hadith. Ce hadith-là, il est incomplet. Dans toutes les mosquées de France, vous l'entendez d'ailleurs, on dit la farqa bayna arabi wa ajami illa bittaqwa, alors qu'en vérité, il est complété par la farqa bayna aswad wa abyad wa ahmar wa aswad dans une autre riwaya. Il n'y a pas de différence entre le noir et le blanc, si ce n'est par la piété. Sauf que le noir et le blanc, on l'a zappé. Parce que, voilà, on a chez nous, y compris dans nos mosquées, du racisme anti-noir. Donc ça, c'est très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a attrapé Abu Dharr al-Ghifari, quand il a insulté notre maître, Omar, il a dit, notre maître, Abu Bakr, a libéré notre maître Bilal. Bilal, c'est un esclave, Bilal l'Abyssin, Bilal al-Habashi, il était esclave, Abu Bakr, il l'a libéré, et c'est devenu celui qui fait l'adhan, celui qui appelle à la prière, le premier qui appelle à la prière, c'est un noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si un noir avec la tête d'un raisin sec, prenez un raisin sec noir, vous avez vu comment il est? Il a dit, si quelqu'un, yu'maru alaykum, c'est-à-dire qu'il est votre émir, et qu'il a la tête d'un raisin sec, vous lui devez rester obéissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait, il a uni, il a fraternisé entre comment il s'appelle, Suhayb al-Rumi. Il a fraternisé le Rumi, l'Abyssin, le Byzantin, romain. Et il a fraternisé entre Salman al-Farsi, le persan, entre Bilal al-Habashi, l'Abyssin, entre Abu Bakr l'arabe. Il a réuni toutes les composantes de l'époque pour dire voilà ma communauté. C'est pas moi je suis de Quraysh, ou moi je suis de je sais pas quoi. Voilà, juste, voilà, je termine, Inch'Allah. Maintenant, comment faire? Quoi faire? Voilà, si je vous ai dit d'arrêter d'être dans la consommation ou d'être dans le sprint, c'est s'organiser pour... Oh, est-ce que vous avez entendu les Arméniens venir faire des trucs sur comment on appelle ça là, le racisme, le racisme qui les toucherait? Non, ils sont ailleurs. Ils font voter des lois pour reconnaître le génocide arménien. Les Portugais, ils parlent plus de ça. Ils sont à l'Europe, ils sont rentrés de ça. Donc nous, on a beaucoup de train de retard. Et moi je dis, si on veut que les choses changent, il faut déjà être... Pour les musulmans, plus musulmans. Pour les non-musulmans, être plus humains. Parce qu'il y a des valeurs humaines qui nous unissent. L'être humain, c'est le frère d'un autre être humain. Et le musulman, plus il est musulman, plus il va se démarquer de ces choses-là qui nous font reculer en arrière. Et sur le combat, il y a des outils. Nous, on a choisi, comme je vous ai dit, de se battre sur cette question, mais j'aurais préféré venir vous parler d'autre chose. En attendant que nos frères qui critiquent l'engagement politique nous proposent un projet islamique et tatati et patata et patata. Parce qu'on connaît ça. Ah mon frère, il ne faut pas voter. Ah mon frère, il ne faut pas t'engager politiquement. Ah mon frère, il faut parler des koffars. Mais qu'est-ce que tu proposes mon frère? Ouais, la hijra. Maintenant, il n'a fait pas lui la hijra. Il est ici, il vit, il s'engraisse et il doit donner de leçons. Montre-moi mon frère. Si tu as une alternative, montre-la moi. Sinon, en attendant, je me bagarre là où je suis, dans mon quartier, dans mon boulot, dans mon école, dans l'université, pour essayer de faire passer ce que j'ai en moi, qui est pour moi le salut de l'humanité. Je pèse mes mots. Pourquoi aujourd'hui l'islam est combattu dans le monde? Parce que c'est lui qui apporte l'alternative, comme il l'a apporté quand il est arrivé en Espagne, comme il l'a apporté quand il est arrivé en Indonésie, en Malaisie. L'islam aujourd'hui c'est une alternative et il est combattu à cause de ça, parce qu'il remet en cause justement ce racisme social, culturel, économique et racial, si on peut parler à certains blocs. Donc moi je vous invite à aider les outils, à éviter, excuse-moi juste encore un mot, on a des mosquées aujourd'hui, vous savez combien elles coûtent? 12 millions d'euros. Il y a une mosquée aujourd'hui qui coûte 12 millions d'euros. Moi je me tape la tête sur les murs. Nous, on se bagarre depuis 5 ans sur cette question d'islamophobie. On a des soeurs qui nous appellent tous les jours. On a une soeur à Paris qui n'a même pas de quoi payer un avocat. Tu dis au frère, on dit non, mon frère, oh là là, ouais, il va faire sa mosquée, il va faire les plus belles stèles, les plus belles machins. Mais c'est hallucinant. On marche sur la tête. Avec tout le respect que j'ai pour les frères, d'ailleurs je soutiens les frères de Malaka City et d'autres, du CBSP, du Secours Islamique, etc. Mais moi je dis les frères, les sœurs, soyons complémentaires, soyons pertinents politiquement. Pourquoi? Parce que la famine en Afrique, l'injustice que subissent les minorités, elle a des fondements politiques et idéologiques. Il faut aussi les combattre sur ce terrain-là. Aujourd'hui, il y a près de 25 000 lobbyistes au niveau de l'Europe, et nous, on n'en a pas un seul. Montrez-moi une organisation musulmane qui a embauché un frère et une sœur pour aller s'installer à Genève ou à Strasbourg, pour aller interpeller les élus, pour dire qu'il faut rompre les accords avec la Birmanie parce qu'elle tue les musulmans. Il faut rompre les accords avec les dictatures africaines parce qu'elles affament les peuples et qu'elles amènent les milliards dans les banques suisses. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'en est pas là, nous? Donc quand on aura compris ça, Inch'Allah, on pourra travailler peut-être dans plus de pertinence. Excusez-moi si j'ai abusé du temps, excusez-moi les gars. Jazakallah. Voyez-vous.
Il y en a encore. Pardon? Je dis, il y en a encore. Il y en a encore, mais on va avoir le temps, on peut pas nous Effectivement, en manque de temps, il faut qu'on avance. Alors, changement de programme. On va scinder l'après-midi en deux. On va procéder aux questions-réponses. Donc les questions-réponses liées à ces trois thèmes. Ce que je retiens de ces trois interventions, c'est une chose bien précise. Le musulman, ce doit être force de proposition. La nature a horreur du vide. Donc critiquer, c'est bien. Détruire, c'est bien. Mais c'est pour reconstruire. Donc si c'est pour simplement mettre à terre, mettre à bas les choses qui se font, qui se forment, de par la santé des gens, de par les économies des gens, de par l'engagement, et Dieu sait que c'est beaucoup de sacrifices, il ne suffit pas de ça. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui se lèvent. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, si vous le voulez bien, nous rejoindre au CRI Île-de-France. Au CRI Île-de-France, nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de cerveau, nous avons besoin de vous, tout simplement. Nous avons plusieurs boîtes à dons à l'extérieur. Ces boîtes à dons nous servent justement à organiser des rencontres telles que celle-ci. Je vous invite vivement à nous aider.